Dracula, le vampire le plus célèbre de l'histoire. Vlad Dracul, l'Empaleur est la naissance d'un mythe. À Noël 1476, dans les rues enneigées de Bucarest, la capitale de la Roumanie, un événement tragique marqua à jamais l'histoire. C'était la fin épique de la vie de Vlad Dracul, connu sous le nom de Dracula. L'air était empreint de tension alors que le destin sombre de ce personnage légendaire s'apprêtait à se dénouer. Vlad Dracul, le guerrier impitoyable, fut cruellement assassiné, trahi par ses propres alliés. Son corps sans vie gisait devant les portes majestueuses du château de Bucarest. Mais ce n'était pas assez pour ceux qui cherchaient à prouver sa mort. Ils se livrèrent à un acte macabre en lui coupant la tête, symbole ultime de défaite. Cependant, leur désir de montrer sa fin ne s'arrêta pas là. La peau de son visage fut délicatement retirée, dévoilant une expression figée de défiance et de courage. Les cheveux de Vlad ainsi que la peau de son visage, imprégnés de coton et d'épices, furent soigneusement préparés pour leur ultime destination, le sultan turc. Il les reçut comme un trophée, un signe de victoire sur l'Empaleur. Le sultan, ne voulant pas oublier cette confrontation avec le prince des Valachis, décida de les exposer sur un pieu, érigé fièrement comme un avertissement aux autres. Même de nos jours en Turquie, la légende de Vlad Tepes, l'Empaleur, continue de hanter l'imaginaire collectif. Les parents brandissent son nom comme une menace, un avertissement aux petits-enfants récalcitrants qui refusent d'aller dormir. Il leur raconte les histoires des attaques nocturnes de Vlad contre les armées ottomanes, suscitant ainsi à la fois fascination et terreur. Pourtant, ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que la vie réelle de Vlad Dracul, son humanité même, s'efface peu à peu au profit du mythe. Le vampire immortel a vampirisé le prince lui-même, le transformant en une figure d'ombre et de légende. Sa véritable personnalité, ses luttes personnelles et sa vision sont reléguées aux oubliettes de l'histoire. Avec le temps, même dans son propre pays, la mémoire collective a tissé une toile d'histoires fantastiques, de mythes et de légendes autour de Vlad Dracul. Ces récits se sont nourris de sources historiques, mais ont transcendé la réalité, donnant naissance à une figure emblématique bien au-delà de la simple existence de Vlad. Ainsi, l'héritage de Vlad l'Empaleur persiste, captivant les esprits et les cœurs, mélangeant la fascination pour le surnaturel avec l'héritage historique de la Roumanie. Sa puissance sombre et son charisme éternel continuent de hanter les esprits, donnant naissance à un mythe qui transcende les frontières et les époques. Chers explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure à travers l'histoire et le mythe. Êtes-vous prêts à découvrir Vlad Dracul, l'homme qui avait autrefois régné avec une poigne de fer sur les terres de Valachie? Le vrai Vlad l'Empaleur s'est élevé au-delà de sa propre existence pour devenir une icône éternelle de l'obscurité et de la séduction. Sa légende continue de fasciner et d'intriguer, attirant les esprits curieux et les âmes en quête de frissons. Les récits de ses exploits sanglants se mêlent aux rumeurs de sa nature vampirique, créant un personnage complexe qui incarne à la fois la terreur et la fascination. Les historiens débattent encore aujourd'hui de la vérité derrière le voile du mythe, se demandant où se termine l'histoire et où commence la fiction. Mais
C'est peut-être dans cette fusion du réel et de l'imaginaire que réside la véritable essence de Vlad Dracul. Il était à la fois un homme de chair et de sang, un dirigeant implacable et un guerrier sans pitié, mais aussi un personnage légendaire dont les exploits étaient amplifiés par les récits populaires. Et alors que sa véritable personne s'est estompée au fil des siècles, la puissance évocatrice de son nom perdure. Vlad Dracul continue de hanter les pensées et les rêves, inspirant des œuvres d'art, des films et des romans qui explorent les recoins sombres de son existence et les mystères de sa soif de sang. Les vampires et les maladies étranges, un lien surprenant. Du vampire légendaire à l'énigme scientifique, le mythe vampirique a conquis le monde. Dans l'imaginaire occidental, le vampire est un être mort-vivant assoiffé de sang. Sa peau pâle et ses canines acérées le démarquent du commun des mortels. Il se dissimule du soleil en reposant dans son cercueil. L'ail et les crucifixes seraient ses repoussants, tandis qu'un pieu enfoncé dans son corps serait sa sentence fatale. Ce mythe fascinant a émergé des mystérieux Balkans vers le XVIIIe siècle, lorsque les autorités autrichiennes enquêtaient sur des accusations de vampirisme dans les régions nouvellement reconquises aux Turcs. Cet engouement a enflammé les esprits éclairés de l'époque, désireux d'étudier un mythe à la lumière des Lumières. Les mythes, en tant que récits visant à expliquer des phénomènes naturels ou des coutumes, ont alimenté une quête incessante pour comprendre les vampires. Il est fort probable que plusieurs phénomènes mal interprétés aient contribué à façonner cette croyance en des créatures surnaturelles. Les origines réelles du mythe vampirique restent enveloppées de mystères, mais leur pouvoir de captiver l'imagination humaine demeure indéniable, défiant les frontières du temps et de la raison. Dans l'univers du vampirisme, plusieurs éléments mystérieux ont contribué à façonner la légende du vampire. Parmi eux, la décomposition anormale des corps a joué un rôle central. À une époque où les épidémies faisaient rage, les tombes étaient parfois recouvertes, révélant des cadavres en décomposition avancée, mais aussi des corps étrangement préservés. Ces derniers, gonflés par les gaz de la décomposition interne, semblaient presque vivants avec leur teinte rosée et leurs caractéristiques exagérées. Les ongles et les cheveux semblaient pousser, les dents apparaissaient plus acérées. Lorsque le corps était percé d'un pieu, les gaz s'échappaient, produisant un sinistre râle et provoquant un effondrement macabre. Ces phénomènes de décomposition lente étaient souvent observés dans des régions où les décomposeurs naturels ne pouvaient survivre, comme les sols riches en arsenic ou les terres extrêmement froides. Le mythe du vampire a également été alimenté par des personnages sinistres et dépravés. Deux figures en particulier sont étroitement liées à cette légende macabre. Vlad Tzepes, surnommé l'Empaleur, était un prince roumain du XIVe siècle. Après avoir été emprisonné dans sa jeunesse par les Turcs, il s'est battu contre eux avec une cruauté sans égale, empalant ses ennemis vaincus, qu'ils soient militaires ou civils. Sa légende sanglante, amplifiée sans doute à des fins politiques, a inspiré l'écrivain Bram Stoker pour son célèbre roman Dracula. Le deuxième personnage troublant est l'aristocrate hongroise Elisabeth Báthory, dont la légende populaire prétendait qu'elle se baignait dans le sang de jeunes vierges pour préserver sa jeunesse éternelle. Cette figure réelle a commis d'innombrables atrocités, torturant et tuant un grand nombre de jeunes filles. Son obsession malsaine pour le sang était indéniable, tandis que sa santé mentale était probablement altérée par les conséquences de la consanguinité dans sa famille. Ces sombres personnages, bien que qualifiés de tueurs en série de nos jours, étaient autrefois expliqués par le surnaturel.
Leur cruauté extrême et leurs actes sanglants se prêtaient à la mythologie vampirique. Cette association troublante entre la réalité effroyable et les légendes vampiriques a perduré jusqu'à nos jours, où certains tueurs en série récents ont également été affublés du surnom de vampires par les médias, renforçant ainsi le lien indéniable entre l'horreur humaine et ces créatures immortelles de la nuit. Imaginez-vous un instant que les légendes de vampires puissent avoir une origine médicale surprenante. Eh bien, certains médecins ont établi un lien entre les caractéristiques des vampires et les symptômes de certaines maladies appelées porphyries. Les porphyries sont des maladies rares qui provoquent des troubles dans la fabrication de l'hémoglobine, la molécule qui transporte l'oxygène dans notre sang. Ces troubles entraînent une accumulation de certaines molécules, les porphyrines, dans notre corps. Et, devinez quoi? Ces porphyrines peuvent causer des symptômes étonnamment similaires à ceux associés aux vampires. Les personnes atteintes de porphyrie peuvent être sensibles à la lumière du soleil, ce qui peut provoquer des lésions cutanées. Leurs dents et leurs ongles peuvent prendre une coloration rougeâtre et leurs gencives peuvent se nécroser, donnant l'impression que leurs dents ressortent de manière effrayante. De plus, leurs cheveux poussent plus rapidement que la normale. Certains patients sont également allergiques à l'allicine, un composé que l'on trouve principalement dans l'ail. Ces manifestations rappellent étrangement les descriptions légendaires des vampires. Les patients atteints de porphyrie peuvent être soulagés par des transfusions sanguines. Certains spécialistes estiment que, avant la mise en place de cette pratique, les personnes atteintes auraient pu être tentées de boire du sang pour soulager leurs symptômes, bien que cette idée soit peu probable car l'hémoglobine est dégradée lors de la digestion. Selon certains experts, il est plus probable que les auteurs du XVIIIe et XIXe siècle aient eu connaissance de cette maladie et s'en soient inspirés pour créer leur personnage de vampire. Il est suggéré que cette maladie aurait été assez répandue parmi l'aristocratie de l'époque. On pense que Marie, reine d'Écosse, son descendant George III d'Angleterre, ainsi que d'autres membres de leur famille auraient été atteints de porphyrie. Cette hypothèse repose sur des rapports médicaux et des études réalisées sur les descendants de cette lignée. Il convient de souligner que cette maladie demeure trop rare pour expliquer à elle seule le mythe des vampires. Cependant, il est plausible que certains malades aient été exclus de leur communauté et aient été soupçonnés de vampirisme en raison de leurs symptômes particuliers, contribuant ainsi à nourrir la légende. Comment Vlad l'Empaleur est devenu Dracula? Tout commença lorsque Bram Stoker, écrivain passionné et avide de nouvelles sources d'inspiration, se plongea dans des recherches approfondies sur les figures historiques et légendaires de l'Europe de l'Est. Alors qu'il fouillait les archives et dévorait des récits anciens, il tomba sur des récits épars évoquant la cruauté et les exploits sanglants de Vlad l'Empaleur. Ces histoires sombres et macabres captivèrent l'esprit de Stoker, éveillant en lui un désir de donner vie à un personnage à la fois terrifiant et captivant. Inspiré par les légendes entourant Vlad, il commença à tisser les fils de sa propre mythologie, mélangeant le réel et l'imaginaire pour créer un être surnaturel, un vampire immortel. C'est ainsi qu'émergea le personnage de Dracula. Bram Stoker puisa dans les caractéristiques de Vlad l'Empaleur pour façonner son vampire, lui conférant une puissance surnaturelle, une séduction magnétique et une soif insatiable de sang. Dracula devint le reflet sombre et séduisant de l'ancien prince, une incarnation de sa cruauté et de son pouvoir. Stoker construisit habilement le mythe de Dracula en incorporant des éléments fantastiques et des symboles gothiques. Il plongea son vampire dans un château en Transylvanie autour de mystères et d'horreurs indicibles. Il lui donna des pouvoirs de métamorphose,
la capacité de se repaître du sang des vivants et de contrôler les créatures de la nuit. Le conte Dracula, au-delà de l'image d'une créature d'épouvante au pouvoir surnaturel, incarne une dualité complexe qui le rend à la fois terrifiant et émouvant. Il est bien plus qu'un simple vampire, c'est un être humain maudit, un non-mort condamné à une existence ténèbre. Le nom même de Dracula trouve ses origines dans l'histoire des voïvodes de Valachie du XVe siècle, en particulier Vlad l'Empaleur et son père Vlad II, Dracule, surnommé le Dragon, en raison de son appartenance à l'ordre du Dragon. Vlad l'Empaleur fut parfois qualifié de Draculia, le Dragono, dans des pamphlets publiés par ses ennemis. La vie de ces voïvodes valaques est relatée dans des sources souvent hostiles, telles que les histoires de la Moldavie et Valachie, de Johann Christian Engel, publiés au début du XIXe siècle. Ces récits les dépeignent comme des tyrans sanguinaires, appuyés par des gravures effrayantes, nourris des libelles diffamatoires de leurs ennemis. C'est probablement à travers de telles sources que Bram Stoker a pu s'imprégner de cette atmosphère sombre et violente. Stoker aurait pu accéder à ses écrits, que ce soit en visitant des librairies ou des bibliothèques, ou peut-être grâce aux articles d'Armin van Berry, professeur à l'université de Budapest, que le personnage du docteur Abraham Van Helsing mentionne comme un ami et une source d'information sous le nom d'Arminius van Berry. C'est ainsi que l'auteur a puisé dans ses sources pour forger le personnage iconique de Dracula, mêlant l'histoire réelle des voïvodes avec une touche de fiction gothique. Ainsi, au-delà du monstre légendaire, Dracula est un être tourmenté, empreint d'une profondeur et d'une humanité tragique. Sa malédiction, sa soif de sang et son pouvoir hypnotique le rendent redoutable. Mais sa nature damnée suscite également une certaine compassion. C'est dans cette dualité que réside son charme ensorcelant, captivant les lecteurs et les plongeant dans un monde d'obscurité et de fascination. Cependant, Stoker a commis quelques erreurs. Il a attribué à Nosferatu le sens de vampire ou non-mort en roumain, alors qu'en réalité vampire se dit vampire en roumain et non-mort se traduit par strigoi, ayant la même étymologie que strige. Les striges sont des démons femelles ailées, mi-femmes, mi-oiseaux qui poussent des cris perçants. Elles apparaissent dès l'Antiquité dans la croyance romaine. Quant à Nosferatu, son équivalent roumain est Nesuferito, qui signifie l'insupportable, et fait référence à l'innommable, le démon. Dans sa recherche des noms de lieux où Vlad l'Empaleur et ses contemporains ont mené leur campagne, Stoker a consulté des cartes disponibles à l'époque. Étant donné que la Transylvanie faisait partie de l'Empire austro-hongrois à la fin du XIXe siècle, il a choisi de donner les noms de lieux dans leur forme allemande, ce qui a peut-être contribué au succès de Dracula et de son avatar, Nosferatu, dans les régions germanophones. L'inspiration de Stoker était alimentée par les récits populaires et les superstitions de l'époque. Mais c'est son génie créatif qui lui permit de donner vie à Dracula d'une manière si captivante et terrifiante. Le roman éponyme de Stoker, publié en 1897, propulsa Dracula au rang de figure emblématique de la littérature gothique, définissant les codes du genre pour la décennie à venir. Ainsi, grâce à Bram Stoker et à son talent d'écrivain visionnaire, Vlad l'Empaleur put métamorphoser en Dracula, une créature immortelle dont le nom résonne encore de nos jours dans l'imaginaire collectif. La rencontre fortuite entre l'histoire et l'imagination a donné naissance à l'un des personnages les plus durables et influents de la littérature, assurant à Vlad une immortalité ténébreuse dans les annales de la culture populaire. À part Bram Stoker, d'autres auteurs se sont également emparés du personnage de Vlad Tepes. Tepes signifie l'empaleur en roumain, contribuant ainsi à perpétuer son héritage mythique dans la littérature contemporaine. Dans le roman La croisade des Carpates,
des sœurs Vanessa et Diana Calico, premier tome de la trilogie Les 7 portes de l'Apocalypse, publié par le héron d'argent Vlad Tepes, occupe une place centrale, offrant une perspective nouvelle et envoûtante sur cette figure emblématique. De même, l'écrivain roumain à succès Igor Bergler explore les mystères entourant Vlad Tepes dans son polar La Bible perdue, édité par Fleuve Noir en 2020. La série de romans Le Prince des Ténèbres de Janiene Frost, publiée par Bragelonne Miladi, plonge également les lecteurs dans un monde où Vlad Tepes joue un rôle prépondérant, permettant de cette manière d'approfondir l'univers captivant du Prince des Ténèbres. Ainsi, ces divers auteurs s'emparent avec talent de la figure de Vlad Tepes, contribuant à perpétuer sa fascination et à élargir son héritage mythique pour le plus grand plaisir des lecteurs en quête de ténèbres envoûtantes. Les origines de Vlad l'Empaleur. Nous sommes en 1431 quand Vlad a vu le jour. Vlad l'Empaleur appartenait à la dynastie princière valaque des Bassarabes. Les sources anciennes mentionnent plusieurs lieux possibles de sa naissance, tels que Târgoviște, capitale de la principauté, Curtea de Argeș, une autre ville princière, ou encore Bucarest. Cependant, depuis l'arrivée du mythe de Dracula en Roumanie, popularisé par Bram Stoker et commercialement exploité, une légende sans preuve, propagée par l'historien Radu Florescu, situe sa naissance à Sighișoara, en Transylvanie, où l'on présente désormais sa prétendue maison natale. Tout aussi prétendue comme est le soi-disant château de Bran, qui n'a rien à voir en effet avec Vlad. Mais les marchands de la cité, à qui son nom et la légende apporte un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros par an, entretient volontairement ce mythe. Vlad II, le père de Vlad l'Empaleur, a été envoyé par les Hongrois dans la Turquie pour négocier la paix avec le sultan ottoman Murat II. Mais il fut jeté dans la gueule du lion et fut emprisonné par le sultan dès son arrivée. Pour garder sa vie sauve, il a dû négocier avec les Turcs sa vie contre ses 2 fils, selon la coutume des temps. À l'époque, la Roumanie était constituée de 3 principautés médiévales: la Moldavie, la Transylvanie et la Valachie, terre natale de Vlad. De plus, ces 3 principautés représentaient la frontière entre Orient et Occident, entre catholicisme et l'orthodoxie, et par-dessus tout la frontière religieuse et politique entre le monde musulman et la chrétienté. À l'ouest, il y avait la menace de l'Empire austro-hongrois, donc les 3 principautés romanophones se trouvaient à la croisée des chemins des grands pouvoirs qui régnaient à l'époque. Cette région de l'Europe de l'Est constituait donc une zone tampon entre ces géants de l'histoire. C'est ici, sur cette plaque tournante, que le destin et le caractère de Dracula est forgé. C'est dans ces circonstances plus que mouvementées et instables que l'amour pour sa terre a poussé pour devenir un arbre avec les racines profondément ancrées dans l'héritage spirituel et culturel des Valaques. Ainsi, en 1442, Vlad Tepes, ce qui veut dire l'Empaleur, est envoyé en otage auprès du sultan Murat II, en compagnie de son jeune frère Radu III le Beau. Cet enlèvement s'inscrit dans le cadre du Devshirme ottoman, où les garçons âgés de 8 à 18 ans étaient prélevés pour être enrôlés, éduqués et souvent convertis à l'islam, afin d'occuper des postes au sein de l'administration de l'Empire. Pendant leur emprisonnement chez les Ottomans, Dracula et son frère Radu le Beau ont vécu des expériences radicalement différentes qui ont marqué leur destinée de manière opposée. Alors que Vlad résistait farouchement à son sort et nourrissait une haine grandissante envers leur geôlier, Radu s'adaptait peu à peu à sa nouvelle vie et se rapprochait des Turcs. Vlad, en tant qu'aîné des frères, était connu pour son tempérament fougueux et sa détermination sans faille. Les Turcs ont appris au jeune Dracula leur langue, leurs coutumes,
leurs arts, y compris les arts de la guerre, en croyant qu'ils pouvaient transformer Vlad dans un prince ottoman à leur image. Mais ils refusaient de se soumettre aux demandes des Ottomans et se rebellaient ouvertement contre leur autorité. En proie à la colère, à la haine, à l'humiliation et à la frustration, ils développaient une profonde rancœur envers les Turcs, jurant de se venger un jour de ceux qui l'avaient emprisonné. Radu, en revanche, était d'une nature plus conciliante et adaptable. Il trouvait des moyens de s'attirer les faveurs de leurs geôliers, montrant un intérêt sincère pour leur culture et leur religion. Sa douceur et son charme naturel lui valaient les faveurs des Turcs qui le considéraient comme un allié potentiel. Radu se laissait peu à peu séduire par la vie ottomane, adoptant leurs coutumes et embrassant leur mode de vie. Pire encore, efféminé de par sa nature, Radu devint l'amant du sultan. Il faut noter que dans la société ottomane, une société prépondérant masculine au niveau du gouvernement guerrier, la sexualité jouait un rôle très important et l'homosexualité ainsi que la pédophilie étaient considérées comme normales. Cette divergence d'attitude entre les deux frères ne fit qu'accentuer leurs différences déjà existantes. Vlad, profondément attaché à ses racines valaques et à sa foi orthodoxe, voyait en l'Empire ottoman un ennemi à combattre sans relâche. Il s'efforçait de préserver son identité et son héritage valaque, cultivant un esprit de résistance et de revanche. D'un autre côté, Radu se trouvait de plus en plus éloigné de sa patrie d'origine. Séduit par les luxes et les privilèges offerts par les Ottomans, il se laissait entraîner dans leur sillage, embrassant leur culture et leur religion musulmane. Radu gagnait ainsi la faveur des Turcs, qui voyaient en lui un atout précieux pour influencer Vlad et affaiblir la résistance valaque. Les années passant, l'emprisonnement chez les Ottomans façonna la destinée des deux frères de manière diamétralement opposée. Vlad Tepes se forgeait une réputation de farouche défenseur de la Valachie, prêt à tout pour libérer son peuple de l'oppression ottomane. Radu le Beau, quant à lui, devenait un fervent allié des Turcs, prêt à trahir son propre sang au nom de son nouvel idéal. Vlad reste retenu à Andrinople, alors capitale de l'Empire ottoman, jusqu'en 1448, tandis que son frère Radu y reste jusqu'en 1462. Cette période de captivité dorée chez les Turcs joue un rôle crucial dans l'ascension de Vlad. Il a probablement établi des relations utiles à ses ambitions et nourri son désir de revanche, car l'emprisonnement chez les Ottomans fut une dure épreuve pour Dracula. Les Ottomans étaient très raffinés dans leur vie privée, mais d'un autre côté, d'une rare cruauté. Dracula fut obligé d'assister à des exécutions publiques terribles qui, comme chez les Romains, constituaient autant d'occasions de fêtes publiques et banquets une fois la mise à mort accomplie. Ce paradoxe fut un important enseignement pour Dracula qui ensuite appliqua les méthodes turques pour éradiquer ses ennemis, les lâches et les traîtres. Surtout que 3 ans après leur emprisonnement, Dracula apprit une terrible nouvelle. Son père Vlad II a été renversé par un clan rival. Son père a été décapité et son frère aîné enterré vivant. Tous ces traumatismes cumulés ont engendré dans la tête de Dracula, pendant cette noire période de sa vie, l'idée de l'empalement comme revanche pour les souffrances qu'on lui a infligées. Le parcours divergent des deux frères au sein de l'Empire ottoman allait finalement déterminer leur rôle futur dans l'histoire de la région. Vlad deviendrait le légendaire Vlad l'Empaleur, un symbole de résistance et de lutte contre les envahisseurs ottomans. Radu, de son côté, serait reconnu comme le souverain de la Valachie, soutenu par les Ottomans, évinçant ainsi son frère de la lutte pour le trône. Cette fracture entre les deux frères, forgée durant leur emprisonnement, allait sceller leur destin et contribuer à l'intensification du conflit qui allait éclater entre eux. À mesure que Dracula cultivait sa soif de vengeance et son désir de libérer son pays bien-aimé, il se préparait,
en secret à mener une rébellion contre les Ottomans. Durant son emprisonnement, il avait observé les tactiques militaires de l'ennemi et en avait tiré des enseignements précieux. Déterminé à affronter les Turcs de front, il se préparait minutieusement à la guerre, recrutant des partisans et formant une armée prête à défendre la Valachie. Pendant ce temps, Radu le Beau consolidait sa position en tant que protégé des Ottomans. Son alliance avec l'Empire lui permettait de jouir d'une position privilégiée, mais elle suscitait également la méfiance des Valaques, qui le considéraient comme un traître à leur cause. Radu, cependant, voyait dans cette alliance une opportunité de maintenir sa position et de préserver sa propre vie. Ainsi, le chemin des deux frères se croisa à nouveau lorsque Vlad Țepeș lança sa rébellion contre les Ottomans. Radu se retrouvait pris entre deux feux, partagé entre son frère et les alliés qu'il avait choisis. Finalement, il se rangea du côté des Ottomans, trahissant ainsi sa propre famille et son peuple pour sauvegarder sa position et sa vie. Cette lutte fratricide allait marquer l'histoire de la Valachie et alimenter les légendes qui entourent Vlad l'Empaleur. La féroce résistance de Vlad contre l'Empire ottoman et la trahison de Radu le Beau créèrent une dichotomie tragique entre les deux frères, symbolisant le conflit entre la liberté et la soumission, la vengeance et la trahison. L'exil et la reconquête. L'épopée de Vlad l'Empaleur. En l'année 1448, pendant les affrontements de la seconde bataille de Kosovo, Vladislav était le souverain régnant sur la Valachie. Cependant, il se trouvait temporairement éloigné de Târgoviște en raison de ses combats. C'est à ce moment-là que Vlad Țepeș, mieux connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, fit son apparition. Il revint d'Andrinople accompagné d'une troupe de cavalerie turque et de soldats fournis par le pacha Mustafa Hasan. Son but était de s'emparer du trône de la Valachie. Malheureusement pour Vlad, son retour fut de courte durée. 2 mois seulement après son arrivée, Vladislav revint et parvint à le chasser, forçant Vlad à s'exiler en Moldavie. Cette région était alors gouvernée par Bogdan de Mușat. C'est là-bas que Vlad se lia d'amitié avec un homme qui allait jouer un rôle important dans l'histoire. Le futur Étienne III de Moldavie, plus connu en histoire comme Étienne le Grand. L'année 1453 marqua un tournant crucial. Constantinople tomba aux mains des Turcs, créant une situation alarmante pour les chrétiens. Jean Hunyadi, un vaillant défenseur, partit pour Belgrade afin de lutter contre les assauts ottomans. C'est à ce moment-là qu'il confia à Vlad Țepeș une armée pour défendre la Valachie et la Transylvanie contre les forces ennemies. Cependant, Vlad profita de cette situation pour mettre en œuvre ses propres plans. Avec l'aide de boyards valaques, il lança une offensive audacieuse dans le but de reprendre le trône de la Valachie. En août 1456, lors d'une bataille féroce, Vlad Țepeș écrasa et tua Vladislav II, s'emparant ainsi du pouvoir et devenant le souverain incontesté de la Valachie. Pendant son règne de 6 ans, Vlad consolida son autorité en centralisant le pouvoir, une approche similaire à celle adoptée par d'autres dirigeants de l'époque. Parmi eux, on peut citer Matyas Corvin en Hongrie et Louis XI en France. Vlad élimina ou corrompit tous les boyards qui cherchaient à le déstabiliser, renforçant ainsi sa mainmise sur le royaume. Le duel fraternel Vlad l'Empaleur contre Radu le Beau. Début 1462, une tension palpable règne en Valachie. Vlad III, surnommé l'Empaleur, se sent plus fort que jamais. Les nouvelles de la participation promise de Matyas Corvin en personne à une expédition contre les Turcs l'enhardissent au point de briser son alliance avec les Ottomans. Animé d'une détermination sans faille,
Vlad se lance alors dans une campagne impitoyable contre ces derniers le long du Danube, infligeant des pertes considérables à l'ennemi, avec plus de 30 000 hommes tombés sous ses coups. Cependant, cette quête de vengeance a un prix. Vlad perd le soutien et l'allégeance de son propre frère Radu cel Frumos, Radu le Beau. Celui-ci se range du côté des Turcs, devenant leur candidat pour le trône de Valachie. À la tête d'une puissance armée turque et soutenue par une partie de l'Ostia Domnească, l'armée princière, Radu poursuit son frère jusqu'à la forteresse de Poenari. Vlad se replie alors à Târgoviște tout en menant une guérilla acharnée contre les Turcs. L'une des actions les plus célèbres de cette période est l'attaque nocturne de Târgoviște le 17 juin 1462. Dans une tournure digne d'une légende, la femme de Vlad, tentant de s'échapper, trouve une mort tragique en tombant du haut de la falaise au pied de la forteresse de Poenari, un épisode qui sera plus tard exploité par Francis Ford Coppola dans son film Dracula. Quant à Vlad, il réussit à s'échapper au siège de Poenari en se frayant un chemin à travers les montagnes. Selon la légende, il aurait ferré ses chevaux dans le mauvais sens pour brouiller les pistes et semer ses poursuivants durant la nuit. Le lendemain, ses ennemis, voyant des traces de sabots allant vers la forteresse, en conclurent à tort que des cavaliers ont pénétré à l'intérieur, ignorant que Vlad avait déjà quitté les lieux. Dans cette toile complexe de mythes et de réalités, il est ardu de démêler la vérité des embellissements qui ont entouré l'histoire de Vlad de son vivant. Finalement, le 15 août 1462, Radu le Beau monte sur le trône de Valachie, laissant son empreinte sur le destin du pays. Le duel fraternel entre Vlad l'Empaleur et Radu le Beau restera à jamais gravé dans les annales, marquant un tournant décisif dans l'histoire tumultueuse des Balkans et alimentant les légendes qui entourent la figure mythique de Dracula. La chute et la renaissance de Vlad Țepeș, l'épopée de Bucarest. Après une série de revers et de trahisons, Vlad Țepeș se retrouve contraint de retourner en Transylvanie, cherchant désespérément le soutien de Matyas Corvin, le roi de Hongrie. Convaincu que l'arrivée imminente de Corvin à Brașov signifierait son salut, Vlad espère pouvoir se venger de ceux qui l'ont trahi. Cependant, les excès de violence de Vlad, qui lui ont déjà aliéné ses alliances, ont également atteint les oreilles de Matyas Corvin. Ce dernier, se méfiant des actions brutales de Vlad, décide de ne pas lui accorder son soutien. Dans un cruel coup du destin, les autorités locales de Brașov, qui avaient déjà reconnu Radu comme souverain depuis 2 mois, parviennent à convaincre Matyas Corvin d'arrêter Vlad. Jan Jiskra, un chef hussite renommé, est chargé de l'arrestation de Vlad en novembre 1462. Capturé et dépossédé de sa liberté, Vlad est amené à Buda, la capitale de la Hongrie, où il est incarcéré dans une sinistre forteresse. Vlad demeure prisonnier pendant 12 longues années, une période marquée par l'isolement, la frustration et la résistance mentale. Cependant, cette épreuve ne fait que renforcer sa détermination et sa soif de vengeance. Une fois libéré, Vlad, tel un phénix renaissant de ses cendres, retourne en Valachie pour reconquérir le trône qui lui a été injustement enlevé. C'est à ce moment précis que Bucarest, une petite bourgade parmi d'autres, entre véritablement dans l'histoire. Selon de nombreuses sources, l'arrivée de Vlad et son 3e règne ont été les éléments déclencheurs de la prospérité et de la renommée de la ville. Vlad, visionnaire et pragmatique, s'attelle à la tâche de transformer Bucarest en une véritable capitale. Il ordonne la construction de forts, de monastères, d'églises et d'autres infrastructures, marquant ainsi le début de l'essor architectural et culturel de la ville. Les historiens soutiennent également que Vlad a joué un rôle essentiel dans l'urbanisation de Bucarest.
Il ordonne la mise en place d'un plan d'urbanisme avec des rues régulières, des places publiques et des quartiers distincts pour les commerçants, les artisans et les classes dirigeantes. Vlad accorde des privilèges aux marchands et encourage le commerce de l'artisanat, attirant ainsi une population cosmopolite et dynamique. En outre, Vlad, avec sa soif de justice implacable, instaure un système judiciaire rigoureux pour maintenir l'ordre et la sécurité à Bucarest. Les lois de Vlad sont connues pour leur sévérité, punissant impitoyablement les voleurs, les menteurs et les corrupteurs. Cette justice inflexible, bien que controversée, contribue à instaurer une atmosphère de discipline et de respect des lois dans la ville naissante. Parallèlement à ces efforts de développement urbain, Vlad œuvre également à la renaissance culturelle de Bucarest. Il invite des artistes, des intellectuels et des érudits renommés à résider dans la ville, favorisant ainsi les échanges intellectuels et la diffusion des connaissances. Des écoles sont créées permettant aux jeunes d'accéder à une éducation de qualité. Vlad lui-même, passionné par la littérature et l'histoire, encourage la production d'œuvres littéraires et historiques, contribuant ainsi à la valorisation de la culture locale. La vision de Vlad pour Bucarest était celle d'une capitale fière, prospère et influente. Il s'efforçait de mettre en place une administration efficace et d'établir des relations diplomatiques solides avec d'autres pays européens. Vlad voyait en Bucarest un symbole de la résistance et de l'indépendance de la Valachie face aux empires voisins. Malheureusement, malgré les réalisations de Vlad et les espoirs placés en lui, son règne à Bucarest fut de courte durée. Les intrigues politiques et les rivalités internes finirent par compromettre sa position. Son ambition sans limite et son implacable soif de vengeance suscitèrent également la méfiance parmi les cercles dirigeants de l'époque. Cependant, même si son règne à Bucarest prit fin prématurément, l'héritage de Vlad Tzepes reste indéniable. Ses actions ont posé les fondements de la ville moderne de Bucarest, faisant de celle-ci une plaque tournante culturelle, économique et politique. Son courage, sa détermination et son amour pour sa patrie ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de la Valachie et ont forgé l'identité de la capitale roumaine. Ainsi, l'épopée tumultueuse de Vlad Tzepes, des sombres cachots de Buda à la renaissance de Bucarest, révèle l'histoire fascinante d'un homme qui, malgré les revers, les trahisons et les épreuves, a laissé une empreinte durable sur la ville qui devint sa dernière forteresse et son ultime héritage. Le règne de terreur, quand la cruauté devint légende. Dans les sombres ruelles de Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, Vlad Tzepes était témoin de l'horreur. Parmi les spectacles macabres qui se déroulaient sous ses yeux, les empalements étaient les plus terrifiants. Des corps agonisants étaient empalés sur des pieux pointus, offrant une vision cauchemardesque de la cruauté humaine. Ces scènes atroces pénétraient les recoins les plus sombres de l'esprit de Vlad. Lorsqu'il prit les armes contre les Ottomans, la graine de la cruauté avait déjà été semée en lui. Son règne sanglant allait débuter. Dans une époque de guerre incessante, la discipline militaire était primordiale. Mais Vlad était impitoyable envers ceux qui faiblissaient devant l'ennemi. Les soldats blessés qui avaient fui la bataille par peur étaient condamnés à une mort lente et douloureuse. Vlad ordonnait qu'ils soient empalés, leur vie s'éteignant progressivement sur les pointes acérées, tandis qu'ils étaient exposés en spectacle pour servir d'avertissement aux autres. L'horreur atteignit son paroxysme lorsque Vlad exigea qu'un soldat sur 12, parmi ceux qui refusaient d'aller au combat, soit empalé. Face au refus du bourreau d'exécuter de telles atrocités, Vlad, animé par une fureur impitoyable, s'empara lui-même de la lance.
Sans hésitation, il transperça le bourreau, dont le cri de douleur se mêla à l'agonie des suppliciés. Un autre épisode relate que dans les salles somptueuses du palais de Târgoviște, Vlad Țepeș recevait les émissaires ottomans Hamza Bey et Thomas Catavolinos. Ces représentants du sultan Mehmet II étaient venus avec une demande claire: la soumission de Vlad et le versement du tribut à l'Empire ottoman. Mais Vlad, animé par une rage sans égale, ne tolérait pas l'insolence des émissaires. Lorsqu'Hamza Bey et Thomas Catavolinos refusèrent d'ôter leur turban, signe de respect envers Vlad, ce dernier prit la décision de leur infliger une punition aussi cruelle que mémorable. Les deux émissaires furent cloués de force sur le crâne, leurs turbans attachés de manière indissociable à leur chair. C'était un acte d'humiliation ultime, démontrant le pouvoir absolu de Vlad et son mépris pour toute forme de déni. Il semblerait que Vlad ait eu connaissance de l'ordre donné à Hamza Bey de le tuer ou de le capturer s'il refusait de se soumettre. Anticipant l'inéluctable, Vlad prit les devants. Il exécuta sommairement les deux émissaires du sultan avant même qu'il ne puisse agir. La nouvelle de cette exécution sanglante parvint rapidement aux oreilles du sultan Mehmet II. Pris de fureur devant cette offense, il décida d'envoyer son armée pour punir Vlad et réaffirmer la puissance ottomane. Lorsque l'armée ottomane arriva devant les portes de Târgoviște, elle fut accueillie par une scène d'horreur indescriptible. Des centaines d'officiers turcs empalés se dressaient devant eux, formant une véritable forêt macabre. Chaque pale était un témoignage terrifiant de la cruauté sans limite de Vlad, un avertissement glaçant pour tous ceux qui oseraient défier son règne. Ce spectacle épouvantable marqua les esprits et lui valut son surnom sinistre de Țepeș, qui signifie l'empaleur en roumain. Vlad avait inscrit son nom dans l'histoire, mais pas comme un héros ou un conquérant, plutôt comme un tyran impitoyable dont la cruauté était devenue légendaire. Mais sa cruauté ne s'arrête pas là. Vlad est également connu pour sa créativité dans l'élaboration de supplices diaboliques. Il utilise le décapitage, l'écorchement vif, la castration et d'autres méthodes de torture atroces pour punir ses ennemis et dissuader toute forme de rébellion. Son règne de terreur se caractérise également par des pratiques sadiques envers les femmes. Il est rapporté que Vlad ordonne le viol collectif des femmes des ennemis vaincus avant de les faire empaler devant les yeux de leurs maris. Cette brutalité sans limite lui vaut une réputation d'homme démoniaque capable des pires atrocités. La terreur qu'il instaure ne se limite pas au champ de bataille. Vlad Țepeș aime punir ses sujets pour les moindres infractions, aussi insignifiantes soient-elles. Il impose des lois strictes et punit sévèrement les voleurs, les menteurs et les corrompus. Personne n'est à l'abri de sa fureur meurtrière. À l'encontre de ces légendes, d'après les autres sources contemporaines de Vlad, il semble en revanche acquis que Vlad a bien dirigé son courroux et sa vengeance contre les boyards responsables de la mort de son père et de son frère Mircea. Le dimanche de Pâques 1455, il invite ses familles de boyards à faire la fête à la cour princière, les fait arrêter et après avoir supplicié quelques chefs des grandes familles, on n'a pas de détails sur les 10 supplices, il force les autres à marcher une centaine de kilomètres jusqu'à la citadelle de Poenar sur Argeș, qu'il les oblige à reconstruire sous les ordres de ses maîtres maçons. Le chantier dure des mois et beaucoup de boyards meurent, inhabitués au travail manuel, une humiliation pour eux. De plus, Vlad crée une nouvelle noblesse d'armes parmi ses paysans libres. De ces faits découlent 2 autres variantes du mythe de Vlad. La première est la légende communiste, qui en fait un souverain juste et proche du petit peuple qui aurait combattu l'aristocratie de telle façon que tous le redoutent et le craignent. La plus petite infraction, du mensonge jusqu'au crime, pouvait être punie de mort. Le mythe dit du pal, mais toutes les forêts du pays n'y auraient pas suffi. Il aurait combattu la corruption et l'intrigue
en s'appuyant sur l'Ostia Domnească, l'armée princière recrutée parmi les paysans libres. Sûr de l'efficacité de son système, Vlad aurait un jour placé une coupe en or à la fontaine de la place centrale de Târgoviște. Les voyageurs assoiffés pouvaient se servir de la coupe pour boire, mais elle devait rester en place. La coupe ne fut jamais dérobée et resta à sa place tout le temps du règne de Vlad. La seconde est celle qui substitue la ville de Sighișoara comme lieu de naissance et le château de Bran en Transylvanie aux villes princières valaques et à la citadelle de Poenari, substitutions qui n'ont d'autre but que de rapprocher Vlad de son avatar romanesque Dracula. En fait, les fondations de Bran sont bien antérieures au règne de Vlad. Elles datent de l'ordre théotonique cantonné là entre 1211 et 1242 et les murailles actuelles sont bien postérieures, datant des Habsbourg. Sa cruauté et sa soif de sang ne connaissent pas de limite et il est devenu le symbole même de l'horreur. Son nom est devenu synonyme de sadisme et de barbarie. Les récits de ses actes impitoyables se sont répandus dans toute l'Europe, faisant de lui une légende noire de l'histoire. C'était là le début de la légende sombre de Vlad Țepeș, un homme qui avait observé les horreurs de l'Empire ottoman et avait décidé de les surpasser dans sa propre cruauté. Son nom allait être à jamais associé à la terreur et à la violence, laissant une empreinte sanglante dans l'histoire. Cependant, les historiens modernes remettent en cause ces légendes sanguinaires, considérant que ces récits hostiles, compilés par von Engel au début du XIXe siècle, expriment le ressentiment de ses adversaires, les marchands saxons de Transylvanie et les boyards de Valachie, qui ont toujours lutté pour conserver leurs privilèges dans ces régions. La diffusion en Europe centrale au XVe siècle d'écrits inspirés par cette version a été encouragée par Matthias Corvin, qui cherchait à justifier son changement d'alliance. Après avoir soutenu Vlad dans ses actions contre les Turcs, il soutint son frère Radu le Beau, candidat des Ottomans, alors que Vlad était vaincu et demandait de l'aide, seul à Brașov. Il était alors fort opportun que Vlad Țepeș passe pour un monstre incontrôlable. À la recherche du tombeau perdu, les mystères entourant la sépulture de Vlad Țepeș. La véritable localisation du tombeau de Vlad Țepeș, souvent associée à la figure légendaire de Dracula, demeure un mystère. Contrairement aux récits romanesques et aux représentations cinématographiques, il n'y a pas de cercueil gothique dans une crypte sombre entourée de montagnes menaçantes. La réalité est bien plus complexe et incertaine. Le monastère de Snagov, situé sur une île dans un lac près de Bucarest, est souvent cité comme le lieu où repose Vlad Țepeș. Cependant, des études récentes ont révélé que le tombeau de Snagov ne contenait que des ossements de chevaux sauvages datant du néolithique. Les recherches suggèrent que le véritable tombeau de Vlad pourrait être situé au monastère de Comana qu'il avait fondé dans le Giurgiu au sud-ouest de Bucarest. Il existe deux tombes à Snagov, l'une à l'entrée de la chapelle et l'autre au pied de l'autel. La seconde est supposée abriter le corps décapité de Vlad. En 1932, une mission archéologique a ouvert cette tombe et y a trouvé des fragments d'os humains, probablement rongés par des animaux. L'autre tombe, celle de l'entrée, contenait un squelette très fragile avec l'arrière du crâne mais sans le visage. Sa tête était recouverte d'un tissu de soie et la tombe refermait une épée très oxydée, une médaille de l'ordre du dragon, une couronne, les restes d'une cape pourpre et une bague de femme. Cependant, rien ne permet d'attribuer ces restes à Vlad de manière certaine, malgré les affirmations des fervents draculomanes. De plus, le fait que le monastère de Snagov soit orthodoxe pose une question intrigante. Vlad avait en effet renié sa foi orthodoxe pour se convertir au catholicisme afin de bénéficier du soutien de Matthias Corvin et de retrouver le trône. Il était donc considéré comme un hérétique par les moines orthodoxes qui n'auraient pas choisi de l'enterrer dans leur cimetière.
Bien qu'en tant que baptisé orthodoxe et descendant royal, il aurait pu être autorisé à reposer dans la chapelle, à l'entrée. Les fidèles et les moines auraient marché sur sa tombe chaque jour en signe de contrition envers lui. Il y a eu des tentatives récentes d'utiliser des analyses génétiques pour authentifier les restes trouvés à l'entrée de la chapelle en 1932, en les comparant à l'ADN des descendants vivants de Vlad III. Cependant, le grand nombre de prétendants rendant cette identification difficile, le projet a été abandonné. Ainsi, le mystère persiste quant à l'emplacement réel du tombeau de Vlad Țepeș et à l'authenticité des restes associés à sa personne. L'histoire de sa sépulture est entourée de doutes et de spéculations et alimente toujours les débats parmi les historiens, les chercheurs et les passionnés de l'histoire de Vlad Țepeș. La recherche de la vérité sur sa tombe est devenue un véritable défi. Quelle que soit la vérité sur sa sépulture, il est indéniable que Vlad Țepeș a laissé une empreinte durable dans l'histoire de la Valachie et de la Roumanie. Son règne tumultueux et ses méthodes impitoyables lui ont valu le surnom de l'Empaleur et ont contribué à forger sa réputation sinistre. Au-delà des légendes et des controverses entourant sa tombe, son héritage continue de susciter l'intérêt et de captiver l'imagination des gens à travers le monde. Épilogue. Au sommet de la citadelle de Poenari, Vlad Țepeș observa les dernières lueurs du jour se fondre dans l'horizon. Une brise légère caressait son visage, portant avec elle les murmures du passé. Les récits s'étaient mêlés à sa véritable histoire, façonnant une légende qui perdurerait à travers les âges. Mais il était temps pour lui de se retirer de la scène, de laisser derrière lui les histoires sombres et les contes macabres. Dans le silence de la nuit, le raconteur s'approche de Vlad, son regard pétillant d'admiration et de respect. Il avait écouté les récits de sa vie, les exploits et les cruautés qui avaient marqué son règne. Mais il avait également discerné l'humanité qui résidait en lui, l'éclat fugace d'une âme tourmentée cherchant la rédemption. Le raconteur se leva, sa voix empreinte de solennité, et commença à tisser un nouveau récit, un récit empli de sagesse et d'espoir. Il parla des actes de Vlad, non seulement en tant que souverain impitoyable, mais aussi en tant que visionnaire et réformateur. Il raconta comment Vlad avait lutté contre la corruption et l'injustice, comment il avait forgé une nouvelle noblesse d'âme et favorisé l'émergence d'une société plus équitable. Ce nouveau récit se répandit parmi les peuples, se mêlant aux légendes anciennes et réécrivant l'histoire de Vlad. Il devint un symbole de résilience, d'intégrité et de la possibilité de se réinventer. Les villes princières de Valachie, les paysans libres et même les anciens adversaires de Vlad embrassèrent cette vision plus nuancée de sa vie et de son héritage. Alors que les années s'écoulaient, le nom de Vlad Țepeș fut prononcé avec respect et admiration. Son règne tourmenté était désormais vu comme une période de transformation et d'apprentissage. Les légendes persistaient, mais elles étaient désormais contées avec un soupçon de compassion et une compréhension plus profonde. Et ainsi, le récit de Vlad Țepeș s'acheva, non pas dans un tourbillon de violence et de sang, mais dans la sérénité d'une nouvelle compréhension. Les générations futures se souviendraient de lui non seulement comme l'empaleur redoutable, mais aussi comme un homme complexe, un protagoniste de son époque tumultueuse. Le raconteur s'éloigna, son œuvre accomplie. Vlad resta seul au sommet de la citadelle, contemplant le paysage qui s'étendait devant lui. Dans son regard, on pouvait voir une lueur d'acceptation et de paix. Et ainsi, l'histoire de Vlad Țepeș se fondit dans les méandres du temps, se mêlant aux légendes et aux récits du passé. Mais son héritage, bien que complexe, demeura vivant, prêt à être revisité par de nouveaux raconteurs et conteuses, animés par les flammes de l'imagination et de la créativité. Son nom résonnait encore à travers les vallées et les montagnes, porteur d'une histoire à multiples facettes.
Les siècles passèrent et la véritable histoire de Vlad Tepes demeura un sujet d'intérêt pour les chercheurs et les amateurs d'histoire. Les historiens débattirent, analysèrent les documents et les témoignages pour tenter de démêler les fils de sa vie complexe. Des œuvres littéraires furent écrites, des films furent réalisés, chacun apportant sa propre interprétation du personnage. Mais au-delà de la fiction et des récits embellis, il y avait une vérité fondamentale. Vlad Tepes était un homme qui avait vécu dans un monde tourmenté, cherchant à préserver son royaume et à venger les injustices. Son héritage était celui d'un dirigeant à la fois craint et admiré, dont les actions avaient laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la région. Et c'est ainsi que la vraie histoire de Dracula trouva sa place dans le panthéon des récits légendaires, un chapitre fascinant et captivant de l'histoire médiévale. Au revoir Vlad Tepes, souverain complexe et énigmatique. Merci pour les leçons enseignées et les réflexions suscitées. À bientôt dans les pages d'un livre, sur les écrans de cinéma ou dans les récits transmis de génération en génération. Que ta légende continue à inspirer et à fasciner, maintenant et pour toujours.